commençons. Il faudra finir vers 13h au plus tard. Hein. Mes chers collègues, donc, au vu des indiscrétions parues dans la presse hier sur des éléments très détaillés et très précis du contenu du rapport de nos collègues Émilie Guérel et Marianne Dubois, avec leur accord, j'ai proposé à ce que l'examen de ce rapport soit avancé à la commission de ce matin. Et donc nous verrons le président du CNES, qui était normalement prévu à ce créneau, un autre jour. On va trouver une autre date, sachant que ce n'était pas forcément lié à la LPM, mais plutôt à notre cycle sur le cyber et l'espace qu'on avait initié. Donc il n'y avait pas forcément trop de bouleversements. En parlant de bouleversement, vous venez de recevoir une rectification pour cet après-midi. Excusez-moi, mais j'ai appris que j'accueillais le président de la République à 16h dans mon département. Et donc, la commission aura lieu à 17h30 au lieu de 16h45. Et si je suis en retard, j'arriverai, mais si je suis en retard, ça sera un ou une vice-présidente qui assumera le début de la réunion. Je vous rappelle que nous recevons le secrétaire général de l'administration du ministère, donc des enjeux essentiels par rapport à la LPM. Ceci étant dit, mesdames les co-rapporteurs, avant de vous passer la parole, je veux vous remercier du travail que vous avez fait. Nous nous sommes rencontrés durant ces 6 mois à plusieurs reprises pour expliquer et pour regarder comment faire un beau rapport. Et je pense que vous avez fait un travail de très bonne qualité. Je veux le dire en introduction de votre rapport. Je rappelle que nous sommes ici en mission d'information, donc nous allons étudier ce rapport d'information et à l'issue de cette réunion, nous aurons à exprimer un avis, non pas sur le contenu du rapport, mais sur savoir si on le rend public. Et vu que cette réunion est déjà publique, je pense que ça serait un peu bizarre que la commission ne rende pas public ce rapport, donc mais on pourra toujours en débattre. En tout cas, je souhaite que nous, après la présentation de ce rapport, donc il y avait plusieurs autres collègues qui faisaient partie de cette mission d'information, puisqu'elle est représentative de l'ensemble des groupes politiques qui composent cette assemblée, cette commission. Et donc, en premier, après l'intervention des 2 co-rapporteurs, je passerai la parole à celles et ceux qui ont fait partie de la mission d'information, avant bien entendu d'entamer le débat sur le fond de ce rapport, sur les suggestions émises dans ce rapport et seulement sur ces questions-là. Voilà. Mesdames, qui est-ce qui commence? C'est toi, Émilie? Oui. Eh bien, vas-y, on t'écoute. Monsieur le Président, chers collègues, le 12 septembre dernier, notre commission nous a chargé, Madame Dubois et moi-même, d'une mission d'information sur le service national universel. Nous avons été accompagnés, au cours des derniers mois, de représentants de tous les groupes parlementaires et nous tenons à remercier les membres de la mission pour leur participation à nos travaux. Au terme d'un travail de plusieurs mois, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter un dispositif auquel nous croyons sincèrement. Il s'agit de la construction d'un parcours citoyen dédié aux jeunes Français de 11 à 25 ans qui se déroulerait en 3 étapes distinctes et que nous vous détaillerons par la suite. Ce service national a été conçu pour que les jeunes Français l'identifient comme un réel parcours de citoyenneté sur plusieurs années. Les dispositifs qui existent actuellement, tels que l'enseignement de défense dans le cadre scolaire et la journée de défense et de citoyenneté, sont aujourd'hui trop peu identifiés et valorisés par les jeunes. Ils ne font pas réellement naître en eux un sentiment d'appartenance fort, ni une volonté sincère d'engagement pour leur pays. Nous souhaitons que les jeunes Français deviennent des citoyens actifs. C'est pourquoi nous voulons leur proposer un parcours mieux fléché, simple à identifier et à comprendre, qui leur donnerait un vrai bagage de citoyenneté afin qu'ils aient envie de s'engager ensuite pour leur pays. Nous en sommes convaincus. Le service national que nous proposons peut être une réussite, un moment attendu des jeunes et de leurs parents, reconnu par la société, valorisé dans les parcours universitaires et professionnels, utile à l'émancipation de nos jeunesses.
L'objectif est de pouvoir compter sur des jeunes Français désireux de poursuivre leur engagement au sein de la société à l'issue de leur parcours citoyen. La question du service national dépasse bien évidemment le seul champ de compétences du ministère des Armées et de notre commission. Aussi, afin d'arriver à ces conclusions, nous avons reçu des représentants des autorités militaires, des représentants du monde de l'engagement civique et citoyen, du monde de l'éducation et de l'enseignement, de la mémoire, de l'insertion, des chercheurs et bien entendu des représentants des jeunes. Nous avons également effectué plusieurs déplacements à Brétigny-sur-Orge, sur le site de l'un des centres du service militaire volontaire, dans le Var, à la rencontre de jeunes engagés dans des parcours de cadets de la Défense, dans le Loiret, où nous nous sommes entretenus avec des volontaires en service civique engagés au sein de la Croix-Rouge française, avec des responsables d'établissements scolaires ou encore avec les services de la direction du service national et de la jeunesse du ministère des Armées. Au total, nous nous sommes entretenus avec une centaine de personnes. C'est forte de l'ensemble de ces avis et de ces témoignages que nous vous présentons aujourd'hui nos préconisations afin de refondre le service national universel. Avant de vous présenter les détails de nos préconisations, je souhaiterais rappeler le cadre actuel d'exercice du service national. La loi du 28 octobre 1997 sur la réforme du service national n'a pas simplement suspendu la conscription. Elle a fixé un nouveau cadre législatif qui s'est progressivement étoffé, notamment par la loi de 2010 relative au service civique. Le service national existe déjà. En l'état actuel du droit, il comprend des obligations et des dispositifs reposant sur le volontariat. Concernant les obligations, le service national prend en fait la forme d'un parcours constitué de 3 étapes: l'enseignement de défense dans le cadre scolaire, le recensement à l'âge de 16 ans et l'appel de préparation à la défense, devenu la journée de défense et de citoyenneté. De manière générale, comme je l'ai déjà évoqué, ces obligations ne semblent pas avoir eu les effets escomptés. En effet, l'enseignement de défense forme un ensemble divers et dispersé, ce qui ne facilite pas un apprentissage clair des notions de défense. Quant à la journée de défense et de citoyenneté, elle est devenue une journée un peu fourre-tout, souvent décriée par ceux qui y ont participé. Nos prédécesseurs avaient pressenti que la phase obligatoire du service national universel était un peu légère. C'est pourquoi ils ont intégré au service des formes d'engagement supplémentaires afin de contribuer au renforcement du lien entre la nation et son armée. Au titre du Code du service national, on compte ainsi les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense, ainsi que différentes formes de volontariat, telles que le volontariat dans les armées, les volontariats internationaux ou encore le volontariat pour l'insertion. Surtout, la loi du 10 mars 2010 a intégré au service national le service civique. Enfin, à l'initiative de Marianne Dubois et de notre collègue Joachim Pueyo, la loi de 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a permis d'intégrer un nouveau chapitre dédié aux cadets de la défense. En tant que députée du Var, où 6 centres de cadets ont été ouverts, je ne peux que saluer cette décision. Le service national universel se décline donc aujourd'hui sous différentes formes, mais d'autres dispositifs participent aussi à la construction de la citoyenneté, renforcent le lien entre la jeunesse et les armées et contribuent à la résilience du pays. On peut citer la garde nationale, la réserve civique, le service militaire adapté, le service militaire volontaire ou encore l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. On en compte des dizaines d'impulsions nationales ou issues d'initiatives locales. Vous trouverez dans notre rapport des fiches descriptives pour chacun de ces dispositifs. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, avant tout, je souhaite dire quelques mots sur la manière dont nos travaux ont été conduits. J'ai travaillé en bonne intelligence avec Émilie Guérel et je dois dire que nos auditions nous ont amenés au même constat. Pour moi, ce n'est pas le premier mandat. Cette collaboration a été fructueuse et je tiens à en remercier Émilie car tout n'a pas été facile. Sans polémiquer, on nous a mis les bâtons dans les roues. Il y a d'abord eu ce fameux rapport interinspection commandé par le Premier ministre en septembre et dont nous n'avons pas pu lire la moindre ligne. Il ne s'agit pas là d'un mépris de l'opposition puisque vous l'avez vous-même demandé, Monsieur le Président, sans plus de succès. Il s'agit donc globalement d'un mépris du Parlement.
Ensuite, un certain nombre de personnes ont cru bon s'épancher dans la presse en commentant nos soi-disant recommandations ou en faisant des déclarations à l'emporte-pièce sans avoir la moindre conscience des enjeux ni la moindre connaissance du sujet. Et ces derniers jours, plusieurs membres de l'exécutif se sont laissés aller au jeu de petites phrases, créant une regrettable cacophonie gouvernementale. De là à penser qu'il y avait une tentative de sabordage, il n'y a qu'un pas. Enfin, Monsieur le Président, vous savez que je regrette que la remise de nos conclusions ait été décalée, nous en avons parlé. Nous nous retrouvons à présenter notre travail entre la poire et le fromage au milieu des auditions de notre commission sur la LPM. Tout cela est d'autant plus dommage que notre rapport est prêt depuis le début du mois de janvier. Notre scénario est pragmatique, ambitieux, cohérent, construit à partir d'informations et d'un travail sérieux, de longue durée et non d'une promesse de campagne. Avec ce rapport, nous prônons le retour à la raison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier notre administrateur, Pierre Nicolas, de nous avoir accompagnés si efficacement dans cette mission. Revenons-en au cœur du sujet. Pourquoi réformer le service national universel ? Chacun s'accorde sur les faiblesses du parcours mis en œuvre depuis 1997 et sur le manque de cohérence entre ces différentes étapes. Il convient pourtant d'aborder ce débat de manière sereine, tant il est semé d'embûches. En effet, le débat sur la refonte du service national universel se heurte souvent à deux mythes qu'il convient de dépasser. La dimension intégratrice du service militaire jusqu'en 1997 et le faible engagement de la jeunesse. Je ne reviendrai pas en détail sur cette mélancolie que nombre de nos concitoyens éprouvent quant au temps du service. Notre rapport contient de longs développements à ce sujet. Il est certain que le service militaire n'a que très peu correspondu à ce que l'on entend parfois aujourd'hui. À la fin des années 90, cela faisait déjà longtemps qu'il n'était plus vécu comme un rite d'entrée dans la vie d'adulte, mais plutôt comme une perturbation sur le chemin de celle-ci. Les femmes, les plus diplômées et les moins diplômées en étaient dispensées ou exclues. De même, contrairement à ce que laissent penser de tenaces préjugés, la jeunesse française est engagée, plus qu'elle ne l'a jamais été. Alors bien sûr, cet engagement est parfois invisible, car mal compris par les générations plus anciennes. De plus, si des jeunes sont engagés, ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Les études montrent bien une forme de reproduction sociale s'agissant de la pratique de l'engagement, et il n'y a rien d'étonnant. J'en reviens donc à présent aux risques desquels se prémunir. Premier risque, méconnaître les attentes des jeunesses de France et négliger l'importance de l'accessibilité d'un SNU rénové par les intéressés et pour les mineurs par leurs parents. Deuxième risque, détruire l'existant. Nous estimons que le nombre de jeunes de 16 à 25 ans investis dans des dispositifs d'engagement hors bénévolat associatif représente entre 20% et 25% d'une classe d'âge, soit entre 150 000 et 200 000 jeunes. Il ne faudrait pas que la réforme du SNU ait pour conséquence de rayer d'un trait de plume des programmes utiles. Troisième risque, la sous-estimation des conséquences de cette refondation pour les acteurs chargés de le mettre en œuvre. N'oublions pas que l'on parle de 800 000 jeunes chaque année. J'en reviens à présent aux objectifs qui devraient être ceux du futur service national universel. À nos yeux, il ne doit y avoir qu'un seul objectif, contribuer à former des citoyens au service de la cohésion nationale. L'accroissement de la résilience du pays, le développement de l'esprit de défense, la diffusion d'une information quant aux droits et devoirs, les incitations à l'engagement participent en effet de la construction du citoyen inséré dans la société, prêt à s'engager pour la défendre selon ses capacités. La mixité sociale ou la réalisation d'une photographie d'une classe d'âge sont, quant à elles, des modalités pour atteindre cet objectif. Telle doit être l'ambition du nouveau service national universel. Alors, comment atteindre cet objectif ? Nul ne pouvant envisager sérieusement aujourd'hui le rétablissement de la conscription, nous avons étudié plusieurs scénarios, leurs intérêts et leurs limites. Mais un seul a retenu nos faveurs. Il s'agit de la construction du parcours citoyen. Nous croyons profondément en un service national universel qui rassemble, qui est attendu et valorisé par tous les jeunes, par toute la société, que ce soit dans les parcours universitaires, personnels ou professionnels.
Ce parcours citoyen doit donner à nos jeunes les moyens de s'émanciper en tant que citoyens actifs, prêts à s'engager pour leur nation. Pour cela, il faudra que notre dispositif respecte quelques critères essentiels. Premièrement, le nouveau service national devrait prendre la forme d'un parcours, afin de s'ancrer dans le temps et les esprits, plutôt que de compter sur un moment unique pour distiller un message qu'aujourd'hui, nous sommes collectivement incapables de transmettre. Deuxièmement, il devrait conjuguer d'un côté une phase obligatoire et identique pour tous les jeunes, et de l'autre, une phase reposant sur le volontariat qui pourra prendre différentes formes. Troisièmement, il devrait commencer dès le début de l'adolescence, à l'âge où les jeunes sont encore sous l'autorité parentale et pour la plupart scolarisés. Quatrièmement, il devrait donner confiance aux jeunes sur leur capacité à être utiles à la société, ainsi que sur la capacité du dispositif à leur être utile, à eux. Cinquièmement, il devrait valoriser les dispositifs existants qui fonctionnent et associer de multiples acteurs, l'éducation nationale, les armées, la gendarmerie et les pompiers, l'ensemble des administrations, le monde associatif et plus généralement les citoyens engagés au sein de la réserve civique. Ce nouveau service national universel comprendrait donc 3 étapes. La première concernerait les jeunes de 11 à 16 ans et plus spécifiquement ceux des années collège. De l'avis de tous, un service national n'a de sens que s'il débute dès le plus jeune âge, au moment où les jeunes ont besoin de repères structurants pour leur développement personnel et leur intégration sociale. Par ailleurs, pour réconcilier une partie de la jeunesse avec la République, il faut s'adresser à eux avant 18, voire 16 ans, quand les préjugés ne sont pas encore formés. De plus, l'immense majorité des jeunes est scolarisée et nous sommes persuadés qu'il faut s'appuyer sur l'école pour déployer cette première phase. En tant qu'enseignante, je tiens à indiquer tout particulièrement que si nous préconisons d'intervenir dans le cadre scolaire, nous n'entendons pas faire reposer la charge de la mise en œuvre du service national sur les seuls personnels de l'éducation nationale. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter une nouvelle mission à l'école. La transmission de connaissances doit demeurer la première des missions des enseignants. Alors, pourquoi une nouvelle fois l'école ? Parce qu'elle est le seul espace où l'on peut s'adresser à tous les jeunes, quelle que soit leur origine, leur situation matérielle ou physique. En visant les élèves scolarisés, on touche également les jeunes étrangers, comme les jeunes en situation de handicap, qui pourraient être écartés d'autres dispositifs pour des raisons juridiques liées à la nationalité ou à l'accessibilité. L'école est, avec l'hôpital public, le seul lieu réellement universel en France. Intervenir dans le cadre scolaire serait donc à la fois logique et pratique. S'agissant de la phase obligatoire et identique pour tous, nous proposons d'abord de renforcer l'éducation à la citoyenneté dans le cadre scolaire, en réformant l'enseignement de défense afin de mieux l'identifier, mieux le valoriser et mieux l'évaluer. Cet enseignement ne devrait pas être simplement un enseignement de plus à inscrire au programme, comme l'écrivait Jules Ferry à propos de l'instruction civique. Il devrait s'agir d'un enseignement dédié, évalué régulièrement par des contrôles et qui pourrait être inscrit en propre au programme du brevet. Dispensé dès la 6e, il pourrait voir son programme étalé dans le temps afin de lisser l'effort pédagogique et comporter davantage qu'aujourd'hui des ateliers pratiques, des visites de sites et la participation à des cérémonies. Parallèlement, nous proposons la création d'une semaine annuelle de la défense et de la citoyenneté obligatoire dans chaque établissement scolaire, de la 6e à la 3e, qui se déroulerait au même moment sur l'ensemble du territoire. Cette semaine serait organisée autour de 5 modules: la défense et sécurité, la résilience, les droits et les devoirs, la mémoire et l'engagement, ainsi qu'un bilan individuel. Nous sommes très attachés à cette étape, car elle nous semble fondamentale, et nous sommes persuadés qu'elle peut emporter l'adhésion des jeunes. Une certaine liberté serait laissée aux chefs d'établissement pour concevoir un programme adapté au contexte en fonction des actions réalisables et des acteurs mobilisables. En effet, cette semaine serait aussi l'occasion d'ouvrir l'école à des intervenants extérieurs tels que des soldats et des gendarmes d'active ou des réservistes, des acteurs de la sécurité civile comme les pompiers, les associations d'anciens combattants et de mémoire, des réservistes de l'éducation nationale, des juristes,
des étudiants en médecine ou des professions médicales notamment. Le défi consisterait à rendre cette semaine intéressante pour les élèves pour qu'elle ne soit vue ni comme une corvée, ni comme une semaine de vacances déguisée à laquelle on peut prêter une attention toute relative. Il conviendra aussi de veiller à ce que son déroulé soit adapté à l'âge et à la maturité des élèves. Ainsi, tel ou tel module pourrait être davantage développé selon l'âge des élèves. Cette semaine de la défense et de la citoyenneté constituerait une étape fondatrice du nouveau parcours de citoyenneté. Revenant chaque année, elle incarnerait la réalisation concrète du service pour les jeunes et serait ainsi fondée sur une répétition pédagogique. Mobilisant des personnes extérieures à l'école, elle permettrait de confronter les élèves à un contexte inédit et serait aussi l'occasion d'associer l'ensemble de la société à la conduite de ce temps de cohésion nationale au service de nos jeunesses. Reposant sur le cadre scolaire, elle garantirait aux élèves la sécurité qu'il incombe à l'État d'assurer. Comportant des éléments théoriques et pratiques, elle permettrait de faciliter l'assimilation des connaissances, notamment grâce à des témoignages authentiques, et les jeunes y sont très attachés, comme nous avons pu le constater lors de nos auditions. Que l'on ne s'y trompe pas, la semaine de la défense et de la citoyenneté n'a pas vocation à être une semaine de plus. Nous savons que près de 50 semaines ou journées thématiques existent déjà. Elle ne saurait être assimilée à la quinzaine du foot citoyen, à la semaine du goût ou à celle des mathématiques, de la marche et du vélo, de la journée mondiale de l'eau ou de la journée des arts. La semaine de la défense et de la citoyenneté serait consacrée par la loi. Codifiée dans le Code du service national, elle constituerait une étape du service national universel. À côté de cette phase obligatoire et uniforme, nous préconisons la mise en place d'un programme national de cadets de la défense et de la citoyenneté. Les classes de cadets constituent un complément du parcours de citoyenneté salué par tous. Elles sont un temps fort de l'apprentissage de la citoyenneté, notamment par le brassage social et la vie collective qu'elles permettent. Les jeunes peuvent ainsi se familiariser avec le savoir-être et les règles élémentaires de comportement en collectivité. Donc, on ne compte pourtant aujourd'hui que quelques centaines de cadets. Joachim Pueyo et moi-même avions proposé en 2015 de lancer un programme touchant 100 000 jeunes. Au-delà, il est indispensable d'accompagner la montée en puissance des dispositifs permettant aux jeunes adolescents de s'engager dans le cadre scolaire ou non. Il existe aussi une multitude de classes à projet créées à l'initiative de personnels enseignants, comme les classes de défense et sécurité globale ou les sections Croix-Rouge. Il faut saluer ce foisonnement d'initiatives sur les territoires, à travers lui, le dévouement du corps enseignant à la réussite de leurs élèves. Nous sommes intimement convaincus que la première étape de ce parcours renouvelé serait la plus essentielle. Elle planterait la graine de l'engagement qui germerait par la suite. Cette première phase du SNU, consacrée à l'apprentissage de la citoyenneté, devrait, selon nous, trouver son aboutissement dans un moment emblématique se substituant à la JDC actuelle. En toute logique, la deuxième étape du parcours toucherait les jeunes de 16 ans, en leur laissant la possibilité de la valider jusqu'à leur majorité. De la même manière que la JDC, elle interviendrait postérieurement au recensement, qui demeurerait obligatoire et intégré au service national universel. Cette deuxième étape se déroulerait également pendant une durée d'1 semaine, afin de marquer la continuité avec la première phase du parcours. Elle devrait, selon nous, répondre à plusieurs exigences, permettre un temps concret de l'engagement, garantir l'expérience de la mixité sociale, offrir, si possible, une occasion de mobilité territoriale. Nous avons identifié 2 scénarios possibles, chacune d'entre nous ayant ses préférences. La première option serait celle d'une semaine en internat, qui permettrait aux jeunes de mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises au cours des années précédentes. La solution en internat favorise la mixité sociale et la vie en collectivité impose le respect de règles précises dont l'apprentissage concourt à une bonne insertion dans la société. Les jeunes seraient hébergés dans les internats des lycées publics, qui sont la propriété des régions et sont majoritairement non occupés pendant les vacances scolaires. Surtout, ils offrent plus de
220 000 places et plusieurs sessions pourraient ainsi être organisées pendant l'été pour accueillir l'ensemble d'une classe d'âge. Le programme de cette semaine comprendrait des activités théoriques, mais également des activités pratiques, telles que le sport, des exercices de confinement et d'évacuation, ou encore une mise en pratique des gestes qui sauvent. Elle permettrait également d'organiser des échanges avec des acteurs de l'engagement afin d'inciter les jeunes à s'investir au service d'une cause. Enfin, cette semaine serait l'occasion de conduire un certain nombre de bilans, tels qu'un bilan de santé ou un test de maîtrise de la langue française, par exemple. En somme, il s'agirait de consacrer un temps commun à cette école de la fraternité que souhaite le président de la République. Je n'ignore pas les fragilités juridiques qui pèsent en l'état actuel du droit sur un tel dispositif. En effet, les mineurs sont sous l'autorité parentale et il n'est pas possible de les contraindre hors cas de sanction pénale à l'internat. La Constitution n'autorise le législateur à imposer des sujétions qu'aux majeurs. Toutefois, l'obstacle constitutionnel pourrait être franchi par une révision de la Constitution. À ce titre, le président de la République a émis l'hypothèse de procéder à une révision en vue de mettre en œuvre le service national universel. Deuxième scénario. Vous l'aurez compris, je suis moins convaincue que ma co-rapporteure par une telle solution. Notre rapport évoque donc une seconde option, une semaine d'immersion au sein d'une structure à choisir parmi une liste d'acteurs publics et associatifs agréés afin de vivre concrètement l'engagement. Le Code de l'éducation rend obligatoire la réalisation pour tous les élèves de 3e d'un stage d'observation en milieu professionnel. De la même manière, les jeunes de 16 ans pourraient passer une semaine en immersion au sein d'une structure leur permettant d'exercer les connaissances et compétences acquises au cours des premières années du nouveau parcours citoyen. Ainsi, à 16 ans, la semaine de la défense et de la citoyenneté prendrait la forme d'une sorte de stage à réaliser au sein d'une structure agréée et permettant d'expérimenter l'engagement en étant associé à la mise en œuvre d'un projet concret. Le monde associatif constitue le premier réservoir d'opportunités pour accueillir ces jeunes. Mais ces périodes d'immersion pourraient aussi être réalisées au sein des armées, des collectivités territoriales, des administrations de l'État et plus généralement des structures publiques agréées. Afin de faciliter l'absorption d'une classe d'âge, rappelons qu'il s'agit là de près de 800 000 personnes. Il ne faudrait pas fixer de date précise pour la réalisation de cette immersion. Elle devrait simplement intervenir entre la date du recensement et le 18e anniversaire. Un tel scénario présente, d'après moi, plusieurs avantages. D'abord, plutôt que de prendre la forme d'une nouvelle séquence informative, il permettrait de réellement placer les jeunes en situation d'agir et d'exercer des responsabilités. En les associant à un projet, leur engagement serait ainsi palpable et la formation reçue au cours des années précédentes prendrait tout son sens. Ensuite, l'engagement auprès d'une structure professionnelle serait immédiatement une occasion de confronter les jeunes à une mixité sociale et générationnelle qui ne pourrait être que bénéfique. Je pense d'ailleurs que ces immersions pourraient s'exécuter de manière collective par de très petits groupes, de telle sorte que des jeunes qui ne se connaissent pas se retrouvent à devoir collaborer. Enfin, cette période d'immersion pourrait être aussi l'occasion de se confronter à un univers territorial et social différent. Quelle que soit la forme de ce rite de passage, nous proposons que cette deuxième étape se conclue par une cérémonie officielle présidée par un représentant de l'État et soit l'occasion de remettre à chaque jeune un passeport citoyen recensant ses activités dans le champ de l'engagement. Nous en venons enfin à la troisième étape, celle du jeune citoyen actif de 16 à 25 ans. Le scénario que nous imaginons pour ce troisième temps est plus incitatif et pourrait prendre plusieurs formes. À l'issue des premières étapes du parcours citoyen, l'objectif est de pouvoir compter sur des jeunes qui auront envie de poursuivre avec conviction leur engagement pour la nation. L'approfondissement de l'engagement de la jeunesse au service de la société doit ainsi être l'aboutissement du service national universel. D'ailleurs, le président de la République ne disait pas autre chose lors de ses vœux aux Français lorsqu'il a affirmé « Notre cohésion nationale dépend aussi de votre engagement ».
C'est pourquoi nous proposons d'accompagner la montée en puissance de tous les dispositifs d'engagement dès 16 ans, tels que les préparations militaires, les jeunes sapeurs-pompiers, les engagements associatifs, le service civique ou encore la garde nationale. Telle est notre conviction. Il existe de multiples manières de s'engager au service de la nation, comme il existe de multiples manières pour la nation de s'engager au service de ses jeunesses. Or, à l'âge où les jeunes deviennent pleinement des citoyens, à l'âge où les uns et les autres sont confrontés à des défis radicalement différents, il serait malheureux de leur proposer un dispositif unique. Convaincus que la contrainte serait contre-productive, nous proposons d'identifier les outils incitatifs afin d'accroître l'engagement des jeunesses de France au service de la nation. Donc 3 pistes sont à explorer. L'accès à certains droits, la valorisation de l'engagement dans les parcours universitaires et la reconnaissance dans les parcours professionnels. S'agissant de l'accès à certains droits, l'engagement pourrait s'accompagner de droits en matière de formation. La réalisation de certaines activités pourrait donner lieu à l'alimentation du compte personnel de formation à hauteur d'un certain nombre d'heures ou à la réalisation d'un bilan de compétences. De même, des aides à la vie quotidienne pourraient être offertes en matière de transport ou de logement, par exemple. Concernant la valorisation de l'engagement étudiant, il s'agit avant tout de traduire les dispositions de la loi de 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui impose aux établissements de l'enseignement supérieur de mettre en place une vraie politique en la matière. Nombre d'universités ont mis en place, dès le début des années 2000, des outils de reconnaissance de l'engagement sous des formes diverses, unités d'enseignement attribuant des crédits ECTS, inscription au supplément au diplôme, octroi de bonus, etc. Au-delà des parcours universitaires, il est indispensable de valoriser l'engagement dans les parcours professionnels. À l'exception peut-être du service civique, le bénévolat et le volontariat ne sont pas ou peu considérés comme des atouts que chacun peut faire valoir dans son parcours de formation ou d'insertion professionnelle. L'engagement n'est pas toujours bien perçu par un employeur, susceptible de craindre qu'un employé engagé aurait moins de temps à consacrer à son travail. Ce phénomène touche les jeunes en recherche d'une première expérience professionnelle et depuis longtemps les réservistes des armées. Interrogés à ce sujet, les chefs d'état-major confirment l'existence d'un phénomène de clandestinité des réservistes qui cachent leur activité et posent des congés pour effectuer leur période de réserve. Le passeport citoyen pourrait ainsi, en identifiant les compétences acquises lors des expériences d'engagement, permettre de promouvoir le CV par compétences. De manière plus directe, il pourrait envisager de valoriser l'engagement pour l'accès aux fonctions publiques. En guise de conclusion, je soulignerai combien ce parcours citoyen renouvelé présenterait, selon nous, plusieurs avantages. Il permettrait d'associer de multiples acteurs, d'impliquer dès leur plus jeune âge les jeunes Français, de toucher l'ensemble de la jeunesse présente sur le territoire national, y compris les étrangers scolarisés en France. Il permettrait aussi de s'appuyer sur des infrastructures existantes, d'écarter la plupart des risques juridiques liés à la mobilisation d'une classe d'âge. Ce scénario propose un dispositif cohérent, inscrit dans la durée, et associe des éléments obligatoires et des éléments fondés sur le volontariat. Enfin, il aurait le mérite de présenter un coût raisonnable. Surtout, ce nouveau parcours semble pouvoir emporter l'adhésion des jeunes. Toutes les études le montrent. La jeunesse est prête à s'engager. Il suffit de lui montrer la voie et de lui offrir les opportunités de le faire. Notre pays a été frappé dans sa chair ces dernières années. Des jeunes ont été la cible d'autres jeunes. Les attentats commis sur le territoire national ont subitement et violemment mis en lumière une dislocation du lien fraternel au fondement de la République. Il aurait pourtant fallu détourner le regard pour ne pas pressentir depuis des années une forme de délitement du lien entre les citoyens et la nation. Dans ce contexte, l'engagement de tous aux citoyens de l'intérêt général, des autres et in fine de la nation est indispensable au renforcement de la cohésion nationale. Il s'agit d'un enjeu qui dépasse le seul service national universel, c'est un projet de société. Nous sommes convaincus que l'engagement doit être l'affaire de tous, du plus jeune âge jusqu'au plus vieux. C'est pourquoi le parcours citoyen n'a pas vocation à prendre fin à 25 ans, mais bien se poursuivre tout au long de la vie. Je vous remercie.
Merci Marianne, merci Émilie pour cette présentation très succincte et très complète. De ce rapport. Alors, nous avons 25 questions, commentaires ou déclarations, on verra. Mais je vais commencer par celles et ceux qui faisaient partie, ou qui font partie de la mission d'information, par ordre alphabétique. Alors, je vais commencer par Christophe Blanchet, qui, comme le règlement des missions d'information le permet, a déposé, avec l'accord des membres de la mission et des deux co-rapporteurs, une contribution personnelle. Je vous rappelle que c'est le règlement, chacun peut déposer une contribution soit politique par rapport à un groupe, soit personnelle, donc il n'y en a qu'une. Et donc je vais commencer, donc Christophe Blanchet va vous la présenter, et après je passerai la parole aux autres membres ici présents de la mission d'information, puis après je reprendrai tous les inscrits en commençant par toi, Damien, puisque tu es pressé. Voilà. Vas-y Christophe. Merci Monsieur le Président. Merci mes chers collègues pour cette présentation fidèle à nos travaux de 8 mois. Ma contribution, je vais vous l'expliquer. Donc, il paraît essentiel aujourd'hui de concevoir un nouveau service national obligatoire et inscrit dans la durée qui permette de s'assurer de l'engagement des jeunes au service du pays, d'apporter une réponse à ceux qui sont en difficulté, d'affermir la cohésion nationale et de faire renaître le sens du devoir et le respect de l'autorité. En complément des propositions des rapporteurs, il est possible d'imaginer un dispositif plus long, plus complet, plus émancipateur, plus utile aux jeunes et à la société. Hors du cadre scolaire où pourraient être conduites les actions proposées par le rapport, il faut donc instaurer un service national obligatoire en 2 temps, reposant d'une part sur une période en 12 jours en internat, sous encadrement militaire, et d'autre part sur une forte incitation à un temps long d'engagement au service d'eux. Une telle politique a un coût, mais ne craignons pas d'être ambitieux. Les objectifs du service national universel et obligatoire. Le service national universel a aussi vocation à former des citoyens. Pour être accepté, il se doit d'être porteur de sens et de présenter une utilité immédiate pour les jeunes et pour la société. Sa réalisation doit être valorisée par la délivrance d'un certificat de participation et ceux qui le réalisent identifiés au sein de la population par le port d'un uniforme ou d'un signe distinctif. Obligatoire, il se doit d'être émancipateur et inclusif, par son ouverture à tous les jeunes Français sans dérogation possible. Le temps du service national devrait être un temps d'apprentissage de la citoyenneté, bien sûr, mais aussi de nombre de valeurs aujourd'hui au cœur des dispositifs existants. Cohésion, courage, bienveillance, liberté, respect, devoir de mémoire, exemplarité, humilité, probité, dévouement, solidarité, responsabilité, sens du devoir, résilience, goût de l'effort. La réalisation du service national doit être l'occasion d'un réel brassage social et territorial, à même de rendre palpable la République, les droits qu'elle prodigue et surtout les devoirs qu'il incombe à chaque citoyen de remplir. Le service national universel doit s'appuyer sur les dispositifs existants. En ce sens, il est indispensable de renforcer l'enseignement de la défense dispensé dans le cadre scolaire, conformément aux préconisations des rapporteurs. Au-delà, nous devons nous montrer plus ambitieux. À 18 ans, une préparation militaire de 12 jours. Il est proposé d'organiser 4 cycles de formation de 12 jours durant les vacances d'été à destination des 800 000 jeunes d'une classe d'âge, l'été suivant leur 18e anniversaire. Cette période d'internat se déroulerait dans les internats des lycées français, qui offrent une capacité d'hébergement de 220 000 lits. Cette formation, qui s'inspirerait en partie de celle délivrée aux jeunes engagés dans la garde nationale ou dispensée par la gendarmerie nationale, reposerait sur 3 piliers. Un pilier bilan, un pilier information, un pilier formation. Cette formation se déroulerait du lundi matin au vendredi de la semaine suivante, le week-end étant dédié à une sortie terrain. Le coût de cette phase est évalué à 610 millions d'euros par an. Deuxième temps, jusqu'à 25 ans, un temps au service d'eux. Les jeunes seraient incités, avant leur 26e anniversaire, à effectuer un service d'une durée longue de 6 mois minimum, auprès d'une structure agréée, qu'il s'agisse par exemple des armées, d'une collectivité territoriale, d'un établissement de santé ou encore des acteurs du service associatif ou entreprise. Ce volet citoyen compléterait utilement la formation militaire initiale et rendrait concrète l'expérience de l'engagement. Il est indispensable d'inscrire un tel service dans la durée afin de permettre aux jeunes engagés de vivre une véritable expérience de vie, leur permettant de se confronter à un environnement différent, de s'investir sur un projet de long terme et ainsi de s'émanciper pleinement. C'est pas pour la longueur, c'est pour le bruit. Merci.
L'engagement dans l'un des dispositifs actuels, service civique, EPID ou autre, serait validé au titre de cette phase. Son contournement pourrait par ailleurs être sanctionné par une majoration fiscale comme cela se pratique en Suisse ou la création d'une taxe spécifique. Il ne s'agit pas de savoir si cette phase du service national universel sera obligatoire, mais plutôt de faire en sorte que chaque jeune sente l'intérêt de l'effectuer grâce à la validation de son utilité et de ses débouchés. S'agissant du coût pour l'État, il est possible de l'estimer à 1,75 milliard d'euros par an. L'investissement de l'État en faveur du service civique étant déjà de 448 millions d'euros pour 150 000 jeunes en 2018. Pour finir, le projet présenté ci-dessus, dont vous aurez connaissance en sortant de cette réunion, est ambitieux et représente un coût non négligeable. Il convient toutefois de l'apprécier au regard du coût social de l'exclusion d'une partie de la jeunesse, qui, tôt ou tard, doit être assumé par la puissance publique. Ainsi, estime-t-on que le coût d'un décrocheur est de 230 000 euros pour la société jusqu'à son insertion, soit une facture de 22 milliards d'euros supplémentaires par an. Dans ces conditions d'investissement de l'État au profit d'un tel service serait largement compensé. Au-delà de ce service, par l'inculcation des valeurs de la République et l'expérience de vie qu'il représente, on donnera l'opportunité à chaque jeune de se mettre au service de la collectivité dont il se sentira par la suite acteur. Je vous remercie. Merci Christophe. Un autre membre, toujours par ordre alphabétique, Jean-Pierre Cubert-Tafon. Bon, je voudrais souligner l'investissement que le rapport a demandé. Émilie Guérel et Marianne Dubois ont fait un énorme travail et je tenais en tant que membre de cette commission à les remercier. L'environnement médiatique n'a pas certes favorisé le travail, la sérénité du travail, néanmoins le rapport est fait, il existe et il permet à aborder des axes de réflexion. Je ne peux que m'en féliciter et quant à sa publication, j'y suis très favorable. Merci, mesdames, en tout cas. Un autre membre, Olivier Faure. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, sur un sujet comme celui-là, je crois que l'approche que vous avez eue est la bonne, ne serait-ce que parce que c'était transpartisan et que je n'imagine pas que nous puissions aboutir à une solution qui serait imposée d'en haut par un seul, dans un moment où nous avons cherché au contraire la cohésion. Et donc, ce rapport parlementaire tombe à bon escient au bon moment. Et je crois qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration dans ce que vous venez de présenter. De ce point de vue, d'ailleurs, vous reprenez pour une large part l'approche qui était celle de Joachim Pueyo il y a quelques années, qui avait déjà, dans une précédente législature, amorcé une réflexion qui allait dans le sens d'un parcours citoyen. Parce qu'en réalité, de mon point de vue, il y a deux solutions possibles. Une première solution qui est une solution avec un service long, qui peut être de 10 mois, 1 an, et qui est un service qui permet l'inclusion dans une association, dans un service public, et qui là favorise à la fois l'expérience du jeune qu'il acquiert, et puis en même temps sert la collectivité par la force de travail qu'il développe pendant cette année-là. L'autre solution, si on ne peut pas aller vers cette solution-là, l'autre solution, c'est évidemment de se replier plutôt vers un parcours de citoyenneté tel que vous l'envisagez, avec les 3 phases qui me paraissent être des phases utiles et qui sont des piqûres de rappel qui viennent rythmer la vie du jeune. La solution qui me paraît impossible, c'est la solution d'un service national universel qui se ferait en une seule phase et sur un seul mois, parce qu'il ne répond ni à la question du parcours, ni à la question de l'inclusion longue. Et donc, il tape à côté, en réalité, de la cible. Et donc, c'est pour ça que, pour ma part, je trouve que vos conclusions vont dans le bon sens, avec, et j'ai une question, malgré tout, sur les conclusions qu'on peut y apporter définitivement, sur la 3e phase, qui me paraît être insuffisante du point de vue de l'expérience qu'elle offre, parce qu'elle repose sur une base volontaire, et qu'elle n'est pas définie de manière très précise. Et qu'il me semble que là, il y a quelque chose qui manque sur cette dernière phase qui comprend les jeunes adultes. Voilà. Merci. On continue. Jean-Christophe Lagarde. Oui, merci Monsieur le Président. Voilà un sujet qui devrait rassembler et qui pour autant traîne sur la table depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs législatures. De quoi s'agit-il de notre point de vue? Le service universel obligatoire, c'est en réalité rétablir
non pas le service militaire, et je tiens à insister là-dessus, ou même pas une forme de service national conçu comme proche de la défense, même si nous en discutons en commission de la défense, mais un moment où chaque jeune Français, dans le parcours qui le conduit à l'âge adulte et à la citoyenneté, chose dont on a trop cru qu'elle se faisait naturellement, apprend un certain nombre de choses, mais aussi marque ce que vous appelez un rite de passage, un moment consacré à sa nation. Et de ce point de vue-là, depuis longtemps, nous y sommes favorables. Le fait que, pour les hommes comme pour les femmes, là aussi, grande différence avec le service militaire qui a tant marqué les esprits des générations qui nous précèdent, la réalité, c'est un temps citoyen, un parcours civique, qui est marqué à la fois par la connaissance de son pays, de ses engagements fondamentaux, de ses valeurs fondamentales, faut-il espérer qu'évidemment l'école l'ait fait avant, mais également sa capacité à apporter à son tour quelque chose à notre pays. L'éducation, la santé, la liberté, un certain nombre de valeurs, de services publics nous sont donnés parce que nous avons la chance d'être français, et jamais, en réalité, au cours du parcours qui conduit à l'âge adulte, nous ne mettons en œuvre les moyens collectifs de faire réaliser cela à chaque membre de notre société. Et de mon point de vue, si le travail de la commission et surtout des deux rapporteuses a été utile, c'est pour avoir ce temps de réflexion collectif. Bien sûr que la décision, in fine, reviendra à l'exécutif, mais après tout, c'est un bon exemple de ce que le travail parlementaire peut être comme guide, à la fois pour l'opinion publique et pour l'exécutif. Il me semble qu'en réalité, il y aurait 3 temps à entretenir. Le premier temps, c'est celui de l'école. Vous visez le collège, je pense qu'on pourrait ajouter le lycée, où, en réalité, se trouve pour le lycée 80% d'une classe d'âge, et où c'est le seul endroit où je verrai l'intervention des militaires, ou plus exactement des anciens militaires, pour tout ce qui concerne l'esprit de défense, la capacité à comprendre les enjeux de notre pays. Et finalement, tout le monde a pris conscience de cette difficulté, notamment dans la capacité de résilience de la société française, lors des événements dramatiques qui nous ont frappés au cours de ces dernières années. La deuxième partie, c'est la partie recensement, vous la mentionnez. Je pense qu'il faut y ajouter un module de détection des difficultés d'insertion, comme finalement, on l'a tellement entendu dans nos familles, le service militaire en était un pour les gens qui rencontraient ou qui avaient échoué dans le système scolaire ou qui rencontraient d'autres difficultés d'insertion, d'intégration. On est là au-delà de 16 ans, la scolarité n'est plus obligatoire. Est-ce que ça veut dire que la nation française n'a plus de devoir vis-à-vis de ceux à qui elle n'a pas apporté ce qu'elle leur devait? Et la troisième partie, et là je diffère un peu de ce que j'ai entendu, elle devrait consister en un service, je vais l'appeler civique obligatoire, rendre service à la collectivité, lui rendre ce qu'elle nous a apporté, ce que la collectivité nationale nous a apporté. Ça peut se faire sur 1 à 2 mois, au choix, peut-être un mois obligatoire, peut-être un mois de prolongement de l'engagement ou de la découverte dans laquelle le jeune serait inscrit, en une fois ou en plusieurs fois, parce qu'on ne peut pas faire remplir ça par tout le monde l'été. Il y a les vacances scolaires, il y a d'autres périodes, et qui permettrait de rendre ce service aux collectivités, qu'elles soient associatives, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient d'État, se rendre compte que finalement tout ce dont nous avons la chance de bénéficier ne fonctionne pas tout seul, et que à travers l'ensemble de ceux qui se dévouent au service public au sens très large du terme, représente un corpus de valeurs qui nous est commun et qui fondent la nation. Voilà à mon sens les 3 triptyques: l'apprentissage de notre capacité de défense, de ces enjeux, etc. à l'école, le recensement, la détection, et pour le caractère obligatoire, je me permets cette parenthèse, il suffit qu'il y ait un certain nombre de choses inaccessibles si on n'a pas suivi ce côté obligatoire. Je pense par exemple au permis de conduire. Et puis 1 à 2 mois de service, lui aussi obligatoire. Est-ce qu'il doit se faire dans la région? Est-ce qu'il doit se faire en dehors? Est-ce que ça permet la mixité, le brassage? C'est essentiellement une question de coût, de capacité matérielle d'accueil. Je pense aussi d'ailleurs qu'il faudrait réfléchir un peu plus avant au fait qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins de brassage partout, que les niveaux sociologiques, les concentrations, les ghettoisations peuvent parfois conduire à se dire que des jeunes qui grandissent ou dans l'isolement ou dans une concentration excessive de difficultés sociales ont plus besoin de voir ailleurs que d'autres qui ont la chance d'avoir une ouverture au monde bien plus grande que pour cela. Voilà, Monsieur le Président. Merci Jean-Christophe. Fabien Gouttefard, autre membre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à Mesdames les rapporteurs.
Vous le savez, mesdames, j'ai été ancien animateur de journée défense et citoyenneté comme réserviste opérationnel avant d'être élu. Et j'ai pu, à cette aune, mesurer les forces, mais aussi les lacunes du dispositif existant. C'est la raison pour laquelle je m'associe très largement à vos travaux et à vos conclusions, qui, je trouve, ont le mérite, et je voulais le souligner, de permettre également à nos armées, dans le cadre du format d'armée que nous discutons actuellement dans le cadre de la LPM, justement de pouvoir continuer dans le futur à se concentrer sur leurs missions opérationnelles qui sont nombreuses et qui le resteront. Ma question est la suivante. Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers jours du caractère obligatoire ou pas du service national universel. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, mesdames, sur les contraintes, et notamment donc juridiques? On pense peut-être à notre Constitution, mais plus encore aux traités internationaux auxquels la France est partie, peut-être à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc pouvez-vous nous éclairer sur ces contraintes? Ont-elles joué sur votre réflexion? Si vous pouvez nous dire quelles en sont la teneur. Merci beaucoup. Merci. Notre membre, Laurence Trastourisnard, excuse-moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les co-rapporteurs, Marianne, Émilie, je tiens d'abord à saluer le travail que vous avez fait. Vous avez fait un travail en commun que vous avez effectué, je dirais, en parfaite coordination. Votre rapport, vos propositions communes sont le résultat d'un travail important, 25 auditions, que vous avez réalisé avec intelligence, en écoutant, en rassemblant les points de vue de chacun et vos points de vue communs, pour aboutir à des propositions très concrètes et non à des vues de l'esprit. Le but du service national universel est avant toute chose de contribuer à former des citoyens. Suite à vos différentes auditions, j'aurais une question à vous poser. Pensez-vous que l'articulation entre l'éducation nationale et la défense nationale, l'armée, va pouvoir se faire et quelles sont vos préconisations à ce sujet? Et également, pensez-vous qu'on peut articuler, effectivement, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, avec le service civique? Pour avoir travaillé avec des jeunes en service civique, le service civique fonctionne très très bien et ça pourrait être vraiment une continuité des 2 premières phases de formation. Je vous remercie. Merci Laurence. Alors, 2 autres membres de la commission ne sont pas présents aujourd'hui, mais représentant des groupes politiques qui, eux, sont présents. Donc, c'est Bruno Nestor Azero, qu'on ne verra peut-être plus parce que je crois qu'il est redevenu maire, d'après André Chassaigne. Et je voulais passer la parole à André, mais il est parti. Et le deuxième membre, c'est Alexis Corbière. Et donc, Bastien, je te passe la parole pour l'opinion de France Insoumise. Bastien Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Merci aux rapporteurs pour ce travail dans des conditions un petit peu mouvementées vu le sujet et les passions qu'il dégage. Moi, je voudrais juste revenir sur la question de la troisième phase, de la troisième étape, parce que la France Insoumise propose un service universel obligatoire, parce que la question du volontariat nous pose problème, parce qu'on sait toujours dans ces cas-là qui sont les volontaires. C'est forcément la plupart du temps ceux qui n'ont pas vraiment le choix de faire autre chose, alors que c'est un véritable impôt du temps que le service auprès de la patrie et de la nation. Et la question d'un service obligatoire de 9 mois qui pourrait tout aussi bien être militaire qu'auprès des associations, mais aussi des missions de service public telles que la sûreté nationale, la question environnementale, et qui clairement serait véritablement le moyen de rappeler à l'ensemble de notre population l'importance des services publics, l'importance de l'État et le lien indissoluble entre l'armée et la nation. Et c'est pour ça que nous avons ce regret sur cette phase. Bien évidemment, si l'on propose 9 mois qui, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais cela est une évidence, doivent être rémunérés, parce qu'en un mois, on ne fait pas grand-chose. En un mois, on fait de la garderie, alors que si on veut que cela puisse
avoir un véritable projet, un véritable développement de tant du jeune qu'une utilité pour les structures qui l'accueillent, on a besoin de s'inscrire dans la durée. Et 9 mois parce que c'est la durée d'une année de scolarité. Et donc cela s'inscrit dans le parcours normal du jeune. Je vous remercie. Merci. Donc tous les groupes se sont exprimés, mais avant que vous répondiez, puisque Damien est pressé, vas-y Damien, et puis les deux rapporteurs répondront à ces premières questions. Merci Damien. Monsieur le Président. D'abord, je voudrais féliciter également les deux rapporteurs pour leur courage, leur ténacité et leur liberté de ton. Ensuite, si l'objectif est louable, force est de constater que c'est quand même cacophonie, confusion et caporalisme à tous les étages. La réalité, c'est qu'on ne sait plus si ce service est un service national universel ou pas, obligatoire ou pas. On ne sait plus quel est le rapport qui va être finalement retenu. Est-ce que c'est celui inter-inspection? Est-ce que c'est le rapport parlementaire? Ou est-ce que c'est le groupe de travail qui a été constitué à l'Élysée, dont d'ailleurs on aimerait bien connaître les membres? Ce que je veux dire simplement, c'est que d'abord, c'est une hérésie budgétaire. Je crois que si on fait un service national universel tel qu'il a été promis en campagne, c'est un coût sur le quinquennat à 20 milliards d'euros, ce qui correspond en gros à la hausse de la CSG que subissent les Français. Deuxièmement, c'est une fausse stratégie. J'aimerais bien qu'on en reste au contenu Mais du rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ce n'est pas vous qui avez le monopole des dires de l'opposition, et on peut s'exprimer librement dans les commissions, surtout que c'est complètement en lien. C'est en lien avec le rapport. C'est pas parce que ça vous fait pas plaisir que c'est pas en lien avec le rapport. Non, mais on peut Puisque raconter. la question du financement, et vous le savez vous-même, est une question centrale. Elle est une question centrale Mais le puisque c'est la rapport, question il est de la chiffré, le faisabilité. rapport. C'est la question de la faisabilité du service qui est posé, et vous le savez vous-même, si en commission on ne peut plus poser les questions qui dérangent, alors ça n'a plus d'intérêt. Deuxièmement, c'est la question, c'est sur le sujet, et je termine, et je suis libre de mes propos, et je vous demande de respecter cela. La deuxième chose, c'est aussi la question stratégique. Au moment où nos armées, nos pompiers, nos services de santé et autres sont en difficulté, il faut savoir comment on conçoit les choses. Et que donc, moi, je soutiens la proposition du parcours citoyen. Parce que le parcours citoyen, ce n'est plus un service national universel. C'est au contraire un parcours d'engagement qui serait obligatoire au début et facultatif à la fin. Et donc, ma question est simple. Comment vous allez faire pour faire atterrir une promesse démagogique de campagne en une réalité concrète pour les Français? J'aimerais bien que... Non, vous avez tous dit que vous réjouissiez de la bonne tonalité des travaux de cette mission d'information. Je souhaiterais qu'on puisse faire la même chose pour les travaux de cette commission. Nous avons entendu un rapport. Ce rapport fait des préconisations, donc essayons de regarder comment nos questions, nos réflexions, nos commentaires vont là dans ce sens. Je rappelle, vous permettez, je ne vous ai pas donné la parole, je l'ai prise. Aujourd'hui, nous examinons un rapport d'information suite à une mission d'information. C'est le rôle et la compétence propre d'une commission permanente de l'Assemblée nationale. Ce rapport, à la fin, je l'ai dit au début de cette réunion, nous aurons à exprimer pour savoir si nous le rendons public ou pas. Une fois qu'il est public, ce rapport sera une contribution de la mission et de la commission pour la réflexion, pour éventuellement des préconisations dans la mise en place de ce service national universel qui est peut-être, qui n'est pas démagogique, parce que c'est une promesse. Non, c'est une promesse de campagne. C'est une promesse de campagne. C'est une promesse de campagne sur laquelle un candidat s'est fait élire président de la République. Hein, et donc, après, si on dit qu'il ne tient pas ses promesses, c'est là où on pourra parler de démagogie. Donc, réfléchissons sur le contenu des propositions qui nous sont faites. Et j'ai pu entendre qu'il y avait un large consensus, au moins dans l'esprit de ces propositions. Et après, oui, mais pas de la démagogie ni de la caricature. Merci. Bon. Mais les rapporteurs, tu n'as pas la parole, Damien. La parole est au co-rapporteur. La parole est au co-rapporteur. Ben, c'est très bien. Bon, la parole est au co-rapporteur, s'il te plaît. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a la presse qu'il faut faire son cinéma, monsieur Haddad.
Qui est-ce qui commence? Émilie? Oui. Émilie. Émilie Guérel, la co-rapporteure. Concernant la troisième phase, donc qui est la plus incitative de notre rapport, en fait, cette troisième phase, elle vient, en fait, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement des deux premières phases, donc celle qui intervient dans le cadre scolaire et celle qui fait suite à la semaine en internat ou à la semaine en immersion au service 2. Et en fait, l'objectif, c'est à travers ces deux premières phases que le jeune va découvrir, le but, c'est vraiment de lui donner envie de s'engager. Et durant ces deux premières phases, il aura été en contact avec ça peut être le monde militaire, le monde associatif. Et tout ça en fait, on fait le pari que ça va lui donner envie de s'engager. Et cette troisième phase, en fait, c'est même venu des auditions des jeunes des auditions que nous avons menées avec les représentants des jeunes. Ils nous disent eux-mêmes, oui, mais justement, si on fait toutes ces phases, mais vraiment, on aura envie de s'engager. Et notre rapport, il est le reflet de ce que veulent les jeunes. Et les jeunes, comme l'a dit Marianne, ils veulent s'engager. Ils sont demandeurs. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur offre la possibilité de s'engager. Et avec cette troisième phase, on va véritablement leur dire, maintenant, il n'y a pas de contraintes. En fait, on n'aura pas besoin de les contraindre, puisqu'ils auront envie de s'engager. Prends le micro, Olivier. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que vous maintenez les droits qui sont associés pour la vie quotidienne, logement, mobilité, etc., sur une période qui va au-delà du mois, en fait. C'est-à-dire que, pour répondre à ce que disait tout à l'heure Oui. Bastien Lachaud, c'est-à-dire que, en fait, pour le jeune qui est volontaire à l'issue de cette période-là, il peut s'engager pour une période qui peut être une période longue, Ah oui, bien sûr. pendant laquelle on crée des droits spécifiques qui permettent de l'aider, de l'accompagner, etc. Oui, D'accord. en fait, le but, c'est vraiment... Là, on a borné entre 16 et 25 ans cette troisième phase. Mais effectivement, le but, c'est que le jeune, il s'engage tout au long de sa vie. On va lui donner les possibilités de s'engager, donc l'envie de s'engager. Et le but, c'est qu'il s'engage au service d'eux tout au long de sa vie. Et il pourra continuer. Oui. Donc on a l'idée du passeport citoyen et à chaque évolution dans l'engagement du jeune, on abonde ce passeport citoyen avec des droits, avec des points qui donneront des droits. Concernant, je vais répondre concernant les risques juridiques. Pour Fabien. Donc avant toute chose, il convient bien de préciser que nous n'avons pas conclu à l'impossibilité dans l'absolu de tel ou tel scénario. Néanmoins, si la volonté politique peut briser les contraintes techniques ou budgétaires, elle ne peut s'exprimer que dans le respect du droit établi. C'est pourquoi nous avons tenté d'identifier les risques juridiques susceptibles de survenir en l'état actuel du droit, s'agissant de l'établissement d'un service national universel. D'abord, il est important de souligner que le caractère obligatoire ne pose pas de difficulté en soi. En tant que législateurs, nous passons une bonne partie de notre temps à créer des obligations. Il s'agit simplement d'assurer que de telles obligations respectent la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique national comme dans l'ordre juridique international. Dans ce contexte, nous avons identifié plusieurs risques et il ne nous a pas paru utile de les cacher sous le tapis. Ils concernent à la fois les mineurs et les majeurs. S'agissant des majeurs, nous avons identifié deux risques de nature constitutionnelle et conventionnelle. L'article 34 de la Constitution n'autorise le législateur à imposer les sujétions aux citoyens en leur personne et en leurs biens que pour la défense nationale. En somme, la constitutionnalité d'un service national universel ne serait assurée que si le juge constitutionnel admettait qu'il concourt à la défense nationale. Bien sûr, on peut penser que la notion de défense nationale revêt aujourd'hui une acception large, mais nous ne nous estimons pas en mesure de préjuger de la position du Conseil constitutionnel sur un service obligatoire non militaire. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas vocation à former des soldats. Il y a là un risque de censure constitutionnelle à ne pas négliger. Nous avons aussi identifié, il convient de se méfier d'une possibilité de non-conformité d'un service national universel obligatoire mal ficelé au titre de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cet article prohibe notamment le travail forcé. Néanmoins, ne sont pas concernés un service de caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, un autre service à la place du service militaire obligatoire ou tout service requis dans le cas de crise ou de calamité qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Aussi, il serait indispensable de démontrer que ce service est bien accompli en vertu de l'intérêt général, qu'il est de nature militaire ou permet de former la population en vue de lui permettre de servir en cas de crise ou de calamité. Il y a donc là une incertitude juridique à laquelle il convient d'accorder une vigilance extrême, car l'on ne pourrait bâtir un tel dispositif sans prendre davantage l'assurance sur l'attitude de la Cour européenne des droits de l'homme. S'il faut avoir conscience de ces risques, rien n'empêche néanmoins de trouver des solutions. Donc, nous estimons 2 pistes qui pourraient permettre d'assurer la conformité d'un service national universel obligatoire à la Constitution. Première piste, réviser la Constitution. Le président de la République s'est dit prêt à le faire. Et deuxième piste, soumettre à référendum le futur projet de loi relatif à la création du SNU sur le fondement de l'article 11 de la Constitution. Dans une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel estime qu'il ne lui appartient pas de juger de la constitutionnalité des lois adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, car elles constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. S'agissant du risque conventionnel, les solutions sont plus complexes à identifier. C'était un petit peu technique, mais il fallait le lire. Alors moi j'aimerais rajouter et vous dire que ce risque constitutionnel, nous l'avons bien identifié, comme Marianne vous l'a montré. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous croyons fortement en ce projet et que toutes les possibilités seront étudiées pour que ce soit réalisable. On peut passer à d'autres questions, oui. Oui, alors il y avait la question celle sur les lycées. Donc évidemment, dans notre rapport, nous incitons aussi, nous invitons à prolonger l'enseignement de défense au lycée, donc qui existe déjà, qui est très prégnant en classe de première. Et donc nous sommes centrés sur le collège parce que, si l'objectif, c'est de former le citoyen, et c'est l'objectif premier que nous avons identifié, alors il faut le former dès son plus jeune âge. D'où l'idée que nous avons eue de commencer le parcours citoyen dès l'âge de 11 ans. Après, évidemment, nous souhaiterions effectivement que l'enseignement de défense soit prégnant pour les élèves tout au long des années collège et lycée. Et donc, nous sommes totalement ouverts à ce que nous sommes favorables à prolonger cette question-là au lycée. Pour ce qui est pour ce qui concerne la promesse du candidat aujourd'hui président, donc sachez que notre rapport est le fruit d'une quarantaine d'auditions et de rencontres avec plus d'une centaine de personnes. Et nous nous inscrivons totalement dans les pas du président de la République, puisque les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire former le citoyen, développer l'esprit de défense chez les jeunes, favoriser leur engagement, accroître la résilience du pays et recréer la cohésion nationale. Sur ces objectifs, nous inscrivons véritablement dans ces objectifs-là. La promesse sera donc tenue. C'est bon ? Non, vas-y, Marianne. Je vais en rajouter un petit peu. Bien évidemment, sur le constat, nous nous rejoignons tous. Sur les objectifs, nous nous rejoignons tous. Mais par contre, moi, je ne m'inscris pas par contre sur les nouveaux éléments qui ont été dits hier soir par le président de la République. Je m'inscris en faux sur ce sujet. Bon, alors je voudrais répondre à Laurence, vas-y, Madame Trastour-Isnard, sur le service civique. Bien évidemment, nous préconisons une très forte montée en puissance du service civique, mais elle doit être, à notre avis, progressive et veiller à assurer une qualité des missions sans se laisser aller à la tentation de la quantité.
hein. Sur les liens entre l'éducation nationale et les armées, cela marche déjà, hein, il y a déjà des liens qui sont tissés. On peut dire les cadets de la défense, tout ce qui est classe défense et sécurité globale, ainsi que les trinômes académiques qui sont là. Allez, on passe aux questions. Joachim Pueyo. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais féliciter les deux rapporteurs. En réalité, on a tous le même objectif. Comment faire pour favoriser ce que j'appelle la conscience nationale et puis en même temps favoriser l'identité républicaine qui, au fil des années, s'est perdue. Alors effectivement, le service militaire a contribué largement à répondre à ce besoin, y compris lorsqu'on parle, par exemple, d'intégration civique et sociale. Là, le service militaire obligatoire, c'est 1905. Alors 1905, on connaît bien la conjoncture historique. Mais au fil des années, je crois qu'il faut bien rappeler l'histoire, au fil des années, on s'est rendu compte que d'une part, on n'avait plus besoin d'autant de militaires pour l'opérationnel, donc tout le monde est bien d'accord. Et même au fil des années, on s'est rendu compte que le service militaire obligatoire ne répondait pas non plus au sujet de l'intégration sociale. Rappelons que 20% étaient exemptés, voire 53% en fonction de la strate sociale étaient exemptés du service militaire. Et c'était plutôt des embûches qu'on mettait au parcours d'un jeune qui était dans un cursus de formation ou d'intégration professionnelle. Donc ça, c'est bien de le rappeler. La deuxième, donc on est tous d'accord sur l'objectif. Moi, je pense qu'il serait illusoire, à mon avis, de remettre en place un service militaire, un service national obligatoire sur 3 ou 6 mois, pour différents motifs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que vous proposez, moi, à mon avis, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on va proposer un parcours citoyen obligatoire sur la durée, c'est-à-dire de l'âge de 11 ans jusqu'à 18, voire plus. Et ça permettrait, à mon avis, d'inciter des jeunes qui veulent s'engager, qui veulent rentrer dans des épides, qui veulent rentrer cadet de la défense. Ça donne des possibilités, effectivement, à des jeunes de pouvoir faire des choix. Moi, je crois plutôt à ce parcours citoyen obligatoire qu'on doit renforcer à partir du collège. Je crois, d'ailleurs, on l'a vu au Canada, où ils ont un parcours citoyen qui fonctionne très bien, avec 70 000 jeunes qui volontairement deviennent cadets à la défense, avec une réserve citoyenne, une réserve opérationnelle très importante. Et je ne pense pas que le Canada est un pays qu'il faut mettre de côté, parce qu'il y a une véritable identité canadienne. Il y a des véritables valeurs. Surtout au Québec. Et quand nous avons vu avec Marianne Dubois, un jeune d'origine africaine, qui m'a dit « Moi, je veux devenir Canadien, donc je suis cadet de la défense ». Ça veut dire on a la réponse dans ce témoignage. Donc moi, je voudrais vous féliciter. Alors ensuite, dans le détail... Essaye d'être concis quand même, effectivement, Joachim. non, mais c'est bien parce que l'état d'esprit qu'on a mis en place avec Marianne Dubois se poursuit. Dans l'expérience de l'engagement, c'est intéressant. Alors effectivement, une semaine en internat, une semaine en immersion, moi, j'allais pour dire, si on avait les moyens, il faudrait faire les deux. C'est normand, hein, voilà. Ça se voit bien que c'est normand, Joachim. En tout cas, moi, je voudrais féliciter les rapporteurs, mais je ne voudrais pas non plus, et je dis avec tout mon état d'esprit libre, opposer ce travail avec ce que souhaite le président de la République, parce que je crois qu'il a le même objectif. Peut-être, il faudrait peut-être lui adresser le rapport. Il y a eu plusieurs rapports, parce que le travail parlementaire doit être utile à l'exécutif. C'est un petit peu mon intervention. Le travail parlementaire doit être utile, et je suis convaincu que déjà la ministre des Armées en a pris conscience. Maintenant, il faut monter un peu plus haut. Et non, on va prendre plusieurs questions là. Attendez, parce que sinon, voilà, le rapport, l'Élysée pourra l'avoir une fois que vous aurez décidé de le rendre public, bien entendu. Christophe Lejeune, excuse-moi. Merci Président. Merci chers collègues pour votre travail. Alors, la journée du citoyen, même si son bilan est très mitigé, a au moins le mérite de détecter l'illettrisme chez nos jeunes. En moyenne, la JDC l'évalue à un taux supérieur à 10% pour une classe d'âge, avec tous les problèmes d'insertion dans la vie sociale et professionnelle qui en résultent. Dans les bases du SNU que vous proposez, une prise en charge spécifique
et une formation spécifique sont-elles envisagées pour ces jeunes en grande difficulté? Merci. Voilà une bonne question, rapide, concise. Claude Deganet. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne poserai pas de questions. Simplement, je voudrais m'associer aussi à ce qui a été dit par mes collègues. Saluer à mon tour donc, le travail réalisé par nos deux collègues, qu'elles ont résumé d'ailleurs avec brio. Je veux les féliciter pour leur engagement, le sérieux qu'elles ont toutes deux démontré depuis plus de 5 mois. Preuve que des parlementaires de l'opposition et de la majorité peuvent travailler ensemble concrètement. Si l'on constate aujourd'hui des tensions, des interférences, c'est qu'il y a eu instrumentalisation de leur travail. Certains qui se sont emparés de ce sujet, me semble-t-il, n'en avaient ni le mandat, ni une maîtrise suffisante du sujet. Alors, chère Marianne, chère Émilie, bravo pour ce rapport, basé sur des entretiens sur le terrain, avec de nombreux contacts, avec tous les acteurs concernés ou susceptibles d'être impliqués. Le parcours citoyen que vous proposez est réaliste, peu onéreux, et l'illustration concrète que les parlementaires peuvent et effectuent régulièrement un travail de fond. Nos travaux parlementaires, nos propositions ne sont pas destinées à faire plaisir à un parti ou au chef de l'État, mais à l'ensemble de nos concitoyens, donc répondre à l'intérêt général. C'était votre objectif et il me semble que vous l'avez atteint. Merci Claude. Yannick Favennec. Merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour féliciter nos deux rapporteurs. J'ai une question technique. Dans le cadre de la deuxième étape et de l'adoption éventuelle du scénario 2, scénario Marianne Dubois, la semaine passée, en immersion au sein d'une structure telle qu'une association, pourrait-elle être valorisée dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, qui pourrait ainsi, par la suite, figurer sur le CV du jeune dans le cadre de son parcours professionnel? Vous l'avez indiqué pour la troisième étape, mais pas pour la deuxième. Et autre question, en ce qui concerne la troisième étape, cette fois-ci, comment envisagez-vous l'hébergement des jeunes qui se trouvent dans les territoires ruraux où les structures d'accueil sont peut-être moins nombreuses? Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Alors moi je suis favorable pour rendre public ce rapport qui est une base de réflexion et qui doit être respecté en tant que tel par tous. Je remercie aussi mesdames les co-rapporteurs pour leur sérieux sur ce travail. Alors ma réflexion, je souhaite partager avec vous, c'est sur les deux options, option internat, option immersion. Moi il me semble que si on veut vraiment travailler sur la cohésion, et rendre vraiment un visage lisible de ce service, il faut passer sur plutôt une option d'internat, et 5 jours, ça me semble presque même court. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et l'autre fait aussi, je pense que dans ce que vous avez présenté, ce qui pourrait être peut-être utile à travailler, c'est une présence plus forte peut-être des armées au sein de cette présentation, parce que l'aboutissement aussi de cette démarche, c'est d'amener nos concitoyens à s'engager dans la réserve nationale, et donc l'imprégnation, entre guillemets, dès le départ par nos armées, me semble importante. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter à mon tour nos collègues Marianne Dubois et Émilie Guérel pour leur travail fait en toute indépendance sur le service national universel, malgré les difficultés que vous avez rencontrées et rappelées. Nous sommes un certain nombre à regretter que ce rapport n'ait pas été présenté plus tôt à notre commission, alors même qu'il était prêt début janvier, vous l'avez dit. Peut-être que le débat d'ailleurs que nous aurions pu avoir aurait permis d'éclairer l'exécutif et éviter la cacophonie de ce week-end entre la ministre des Armées et le ministre de l'Intérieur. Votre rapport, mesdames, est riche d'enseignements. Il fait état de plusieurs scénarios qui seront une source d'inspiration, mais le sera-t-il pour le président de la République? Il semblerait que non. J'aurais 2 questions. Première question. Vous semblez d'emblée avoir écarté la proposition d'un service militaire et universel d'1 mois pour l'ensemble des jeunes femmes et jeunes hommes d'une classe d'âge, comme à l'époque proposé par le candidat Macron devenu président de la République. Pourquoi? Est-ce dû à la position des armées que l'on sait très réticente? Le coût? Deuxième question, vous qui avez fait plus de 40 auditions, donc vous êtes des spécialistes maintenant de la question, que pensez-vous des dernières déclarations du président de la République sur un service obligatoire ouvert aux femmes et aux hommes ayant une ouverture sur la chose militaire dont la durée pourrait être autour d'un trimestre jusqu'à 6 mois? Que pensez-vous d'une telle durée, très éloignée de vos propositions? Merci. Jean-Philippe Ardoin. Merci Monsieur le Président, chers co-rapporteurs.
Le président de la République a rappelé l'importance du service national universel obligatoire et a renouvelé sa pensée lors de son discours aux armées le 19 janvier dernier. La place de la jeunesse au cœur du service national universel est cruciale. Par ce rapport, il y a une mise en place d'un parcours citoyen. Cela permet de former les jeunes et de favoriser leur conscience civique. Ce parcours permettrait également une semaine d'immersion afin de favoriser la mixité sociale et la délivrance d'un passeport citoyen. À la fin de ce parcours, l'engagement associatif, militaire et civique serait encouragé. Aussi, ma question s'adresse plus particulièrement aux jeunes de 11 à 16 ans, qui correspond dans son ensemble au niveau scolaire du collège. Quels seraient les moyens donnés aux établissements scolaires pour mettre en œuvre ce parcours citoyen et les répercussions financières pour développer un tel parcours? Je vous remercie. Oui, merci Président. Merci en tout cas pour ce rapport et bravo. Donc là, je m'adresse à Émilie et Marianne. Je rebondis sur la question précédente concernant le début du parcours citoyen à l'âge de 11 ans. Pourquoi 11 ans? Pourquoi pas 13 ans ou 14 ans? Tout simplement, je voulais savoir. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment étayé? Est-ce que vous vouliez vraiment faire le début du collège ou bien c'était comme ça? Voilà. Merci, Monsieur le Président. 4 points très rapidement. En premier lieu, je m'associe aux félicitations qui ont été adressées à Marianne Dubois et Émilie Guérel. C'est un rapport absolument remarquable. Deuxièmement, je constate qu'il y a entre tous les groupes et tous les membres de la commission de la Défense, il y a un consensus, un accord sur le diagnostic et sur les objectifs. Éduquer la jeunesse à la citoyenneté, aux valeurs républicaines, renforcer le lien armée-nation et développer l'esprit de défense. Troisièmement, je voudrais insister à ce stade sur les contraintes que nous devons avoir à l'esprit ici dans la commission de la défense et des forces armées. Quelle que soit la solution retenue, elle ne doit pas amputer les ressources que le pays consacre à sa défense, à son armée, qu'il s'agisse du budget, des cadres, de l'encadrement, de l'efficacité opérationnelle. Et au contraire, et là je reviens aux objectifs, si nous pouvons, à travers ce service national, quelles que soient ses modalités, aider l'armée à recruter, à fidéliser ses personnels, y compris dans la réserve, je crois que nous aurons œuvré pour le bien de la défense. Quatrième point, quel scénario? Damien Abad, Claude Deganet et Patrice Verchères ont fait part de notre opposition à un service national universel obligatoire pour les adultes. Je n'y reviens pas. Je note que le scénario avec ses variantes présentées par nos rapporteurs est à la fois réaliste et raisonnable. Réaliste parce qu'il utilise des dispositifs existants qu'il prévoit de faire monter en puissance, et puis raisonnable parce que le surcoût sera contenu en utilisant des infrastructures et des encadrements existants. Et j'insiste une nouvelle fois sur la nécessité que, quelle que soit la modalité retenue, quel que soit le scénario, il n'ampute pas en aucune manière les ressources de l'armée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Charles. Pierre-Alexandre Anglade. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, merci pour votre travail. Je me joins évidemment à toutes les félicitations qui ont pu être formulées depuis le début parce que c'était une entreprise compliquée et vous l'avez fait avec beaucoup de brio. Donc félicitations à vous. Je me félicite aussi que nous avancions enfin sur ce sujet qui était un engagement très fort du Président de la République pendant la campagne et pendant notre campagne de parlementaires. Et donc c'est une étape importante que nous sommes en train de vivre. Et s'il y a pu avoir quelques expressions différentes ces derniers jours, l'objectif est toujours resté le même, c'est-à-dire conforter le lien entre notre jeunesse et la nation. Moi, j'ai une question assez précise sur un élément que vous n'avez pas encore abordé, c'est les jeunes Français qui résident à l'étranger. Vous savez que la journée défense et citoyenneté n'est plus organisée pour les jeunes Français qui sont dans les lycées français à l'étranger. Et donc, j'aurais aimé savoir si dans le dispositif qui était le vôtre, il y avait une réflexion sur ces milliers de jeunes Français qui sont dans les lycées français à l'étranger et qui sont scolarisés en dehors de la France, et si vous envisagiez quelque chose pour eux. Merci beaucoup.
Oui, bonjour et merci à nos collègues pour le rapport. Moi, simplement, en regardant un peu de près cela, je me demande s'il n'y a pas assez de militaires. Donc ce n'est pas tout à fait le service tel que il nous avait été présenté ou tel qu'on l'avait compris pendant la campagne électorale. Peu importe. Moi, je trouve que l'idée elle est intéressante de ce parcours citoyen, encore que peut-être relève-t-il plus de l'éducation nationale, in fine, que de la défense, parce que vous mettez à contribution beaucoup l'école et moins l'armée, et même les collectivités territoriales dans un scénario, puisque vous imaginez utiliser, je crois, les internats pour en faire des infrastructures d'accueil, ce qui n'est pas gagné, laissez-moi vous le dire, entre un ministère et l'autre. Ce que je remarque moi aussi de la contribution de notre collègue Christophe Blanchet, le lien armée-défense, mais aussi le sens du devoir et le respect de l'autorité, j'allais dire, oblige à l'obligation de ce service-là. C'est pour ça que moi, en tout cas, nous restons plutôt favorables à un service militaire, évidemment beaucoup plus réduit de ce qu'il était par le passé, mais qui reste quand même obligatoire, militaire, pour être encadré par des militaires, car sa valeur de symbole, je fais partie ici de ceux qui ont fait le service militaire, et ce n'était pas aussi nul que je ne l'entends par certains collègues ou dans certains journaux. C'est une belle école de la vie. C'est une école de mixité sociale où j'ai vu beaucoup de choses, de différentes régions, des territoires d'outre-mer, etc. Et je trouve que ça a été apparemment une obligation comptable, mais une grande perte pour la jeunesse française que ce service national ait été abandonné. Mais en tout cas, merci pour ce rapport et j'espère qu'on en tirera quand même quelque chose à l'échelle supérieure. Merci Président. Je voudrais saluer à mon tour mes collègues parce qu'il y a à la fois une continuité, je dirais un consensus politique, il y a une continuité dans le souci de faire en sorte de construire la nation de demain, au-delà des courants politiques. Et je connais votre sérieux et votre implication, donc bravo à toutes les deux et à tous ceux qui ont participé depuis longtemps à ces travaux. Ce qui me paraît indispensable, c'est de créer les conditions d'un vrai brassage social, à mon sens, géographique, pour développer pour tous nos jeunes, sans exclusion, et sur une période de construction des personnalités, des projets d'orientation scolaire, des projets professionnels. Et ce qui est fondamental, c'est de pouvoir créer les conditions d'un sentiment d'appartenance à la nation. Tu le disais, Émilie, d'un projet commun de citoyenneté, d'une vraie retirer connaissance de chaque jeune qu'il pourra exprimer dans son engagement personnel, comme un citoyen à part entière, appartenant à une communauté nationale et pouvant apporter, rendre service pour un projet, un destin commun, et lui donner confiance en ses institutions. Je crois on doit être très responsables là-dedans. Toutes les institutions, tous les services doivent être concernés. Alors j'ai une question très précise, mais qui n'est peut-être pas nécessaire, en tout cas un point de vigilance, parce que j'ai fait 15 ans de protection de l'enfance. Est-ce que vous avez prévu dans votre rapport la question des jeunes confiés par mesure d'assistance éducative? Comment vont-ils être, puisqu'ils sont des jeunes souvent en difficulté, mais qui ont nécessité à être, plus que d'autres encore, inclus dans leur communauté, dans leur génération, dans la volonté. J'insiste aussi sur la nécessité d'être sur un brassage géographique et social, contrairement à ce que d'autres collègues peuvent dire, parce que tout le monde doit comprendre et partager ce que d'autres vivent. Les personnes plus favorisées doivent savoir comment vivent et pensent les personnes moins défavorisées. Merci Françoise. Alors, il y a encore 10 collègues qui veulent s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez répondre maintenant? Parce que j'aimerais bien qu'il y ait quand même du monde pour prendre la décision de savoir si ce rapport, on le rend public quand même. Donc, ne pas finir à 14 h. On passe les 10, là? Bon. Alors, Sereine. T'es pas dedans. Oui, je regrette que Bastien Lachaud soit parti parce que la question du volontariat pour ceux qui n'ont pas le choix, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, je pense que le volontariat, c'est souvent celui des enfants qui vont bien. Et ça a été un des grands soucis de la mixité voulue par les cadets du Var, dont je suis la marraine. C'était précisément de mixer à la fois les enfants qui avaient très envie d'y aller et qui étaient issus de milieux favorisés et ceux qui l'étaient beaucoup moins. Et ça a été un vrai enjeu. Moi, la question de l'implication de l'école... je voulais savoir si vous aviez auditionné des gens du ministère pour étudier la faisabilité en matière organisationnelle et le soutien qui sera donné entre les militaires, qui reste à mon sens la ligne directrice
du lien armée-nation et l'école qui sera, elle, organisatrice pour le coup. Merci. La réponse te satisfera. MJ Delguerab. Merci, Monsieur le Président, cher co-rapporteur. Moi, je voudrais compléter la question de Pierre-Alexandre, qui est avec moi député des Français de l'étranger. Aujourd'hui, à l'étranger, il faut le savoir, il y a 500 lycées français dans le monde. C'est le premier réseau d'écoles à travers le monde. Il y a 330 000 élèves qui y sont scolarisés. Ça représente à peu près 2,5 millions de Français qui sont établis à l'extérieur de notre pays. Et ils ont souvent le sentiment d'être considérés comme des Français de seconde zone ou comme des Français mis à part. Et donc, à mon avis, il faut là aussi essayer de raffermir ce sentiment d'appartenance à la République française. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi à un dispositif particulier ou peut-être à une prise en compte plus globale dans l'économie générale de votre rapport? Merci. Merci Président, merci Mesdames les rapporteurs. Dans la troisième étape des 16-25 ans, vous parlez des jeunes sapeurs-pompiers, mais un jeune sapeur-pompier commence à 14 ans et finit à 17 ans. Bien sûr, on pourrait les inciter à continuer pour être sapeur-pompier volontaire, et ça c'est un vrai engagement citoyen au service de la population. Mais la formation pour être sapeur-pompier volontaire, dans les trois thématiques qui sont secours à victimes, l'incendie et les opérations diverses, est actuellement de 4 semaines. Or, dans votre troisième étape, je n'ai pas vu de durée minimum d'engagement. Alors ma question, je voudrais savoir si vous avez auditionné des représentants des SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours, pour connaître leur avis sur la prise en charge de ces jeunes chez les sapeurs-pompiers. Merci. Merci Président. Mes chers collègues, bravo pour votre travail qui fait de cette mission d'information une mission qui nous éclaire sur le service universel. Ma question est simple. Concernant la semaine annuelle de la défense et de la citoyenneté, nous le savons et nous l'avons vu à l'occasion des hommages aux victimes des attentats, plusieurs élèves ont pu refuser de chanter la Marseillaise. Quelle réponse serait donnée aux jeunes refusant de participer à cette semaine d'engagement lors de la seconde étape? Merci. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier les membres de cette mission d'information et les co-rapporteurs pour ce travail. Par rapport à la semaine de défense et citoyenneté, Soren a posé une partie de ma question sur la faisabilité avec l'éducation nationale. Et je m'interrogeais, moi, sur cette semaine de défense qui est intéressante, mais me paraît éventuellement un petit peu courte et pourrait peut-être, sur certains points, être ajoutée à l'éducation civique, par exemple. Mais je pense que vos auditions en disent peut-être un peu plus sur ce sujet. Merci. Merci Monsieur le Président, j'espère que vous allez me laisser me poser la question jusqu'au bout. Cher co-rapporteur, merci pour ce rapport et cette présentation porteuse d'une réflexion de fond. Attendez, je remercie les rapporteurs pour cette réflexion de fond ouverte sur les possibles. Et je veux évoquer avec vous la réalité de l'universalité du service national qui est selon moi liée au dimensionnement et à l'adaptabilité du format qu'on retiendra. Quand un quart d'une classe d'âge pourrait être exempté pour des raisons légitimes, 600 000, 800 000, si on considère des suggestions qui sont liées au dimensionnement long de 6 mois comme annoncé hier par le président Macron, ne devrions-nous pas plutôt imaginer un service universel réellement pour éviter cette large part de dérogation? En fait, la question c'est est-ce que vous avez examiné les cas d'exemption? Merci Monsieur le Président et félicitations pour votre rapport, mesdames. Ma question rejoint celle un peu de ma collègue Nicole Trisse. C'est concernant la première étape, celle prévue au collège. Donc vous fixez l'apprentissage de la citoyenneté à 11 ans. Certains peuvent déjà penser que cela est tôt, dès l'arrivée au collège. Par conséquent, avez-vous pour cette tranche d'âge prévu un parcours adapté? Si oui, pouvez-vous nous en préciser quelques lignes majeures? Et y aura-t-il une montée en puissance des apprentissages prévus entre 11 et 16 ans? Enfin, sur votre deuxième étape, je ne crois pas du tout à la semaine en immersion. Je crois que pour preuve, on a déjà pas mal de soucis à trouver des entreprises qui acceptent les élèves et nos enfants en troisième pour leur stage en immersion en entreprise. Donc, quid de cette possibilité d'immersion? Enfin, la semaine en internat me paraît
paraît beaucoup plus cohérente, parce qu'on a besoin aujourd'hui de cohésion et que passer 5 jours ensemble, voire un petit peu plus, peut apporter beaucoup plus de cohésion. Merci. Oui, Monsieur le Président, mon propos se met dans le droit fil de ce que disait Joachim Pueyo tout à l'heure. La faille du service militaire tel que nous l'avons connu, c'était l'exemption. Je ne parle pas de la vraie exemption sur de vraies raisons médicales, je parle du piston. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été pistonnés parce qu'ils avaient de l'entre-soi et qui ont échappé au service militaire, fait que seuls faisaient le service militaire, ceux qui voulaient le faire, et ceux qui n'avaient pas de relation. Et là, je m'adresse à ceux, et ils nous ont quittés, qui voudraient rallonger ce service. Plus nous le rallongerons, plus nous réintroduirons ce risque, voire cette certitude d'un retour de ces pratiques dont personne ne peut garantir qu'elles ne reviendront pas. Aussi, votre proposition du parcours et dans ce rythme scolaire nous apporte cette garantie qu'il sera universel et que tout le monde le fera. Voilà pourquoi, mes chers collègues et Monsieur le Président, je pense que le travail de la Commission va avec le temps s'imposer sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Bravo, Émilie, bravo, Marianne, pour ce travail qui a pour objet d'abord d'alimenter la réflexion générale et qui est la contribution de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées au débat général. Voilà, donc on partage tous évidemment la dimension citoyenne de ce service et le développement d'esprit de défense. Moi, je voudrais m'arrêter sur un volet un petit peu plus social et rejoindre les propos de mon collègue Christophe, notamment en termes de repérage et d'objectifs, puisqu'il faut que ce service évidemment soit utile. Et je pense notamment à la première réflexion du président de la République quand la mesure est sortie. Moi, j'étais... bref, je suis présent, et où il a évoqué la question de l'illettrisme. Et donc, c'est vraiment, en termes d'objectifs, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important. Ça permet d'éradiquer l'illettrisme. Ça serait vraiment une avancée remarquable et d'une utilité absolue. Et je voudrais évoquer un deuxième volet qui est celui des bilans de compétences. Est-ce que c'est prévu ? Parce que ça peut aussi être quelque chose d'intéressant à proposer, notamment pour nos jeunes qui pourraient être exclus ou assignés à résidence. Et justement, ça pourrait être un outil intéressant, si on pouvait à un moment ou à un autre proposer des bilans de compétences dans ce cadre-là. Mais c'est un focus particulier, bien évidemment, qu'on n'avait rien à l'ensemble de l'objectif de ce dispositif. Merci. Là aussi, la réponse te satisfera. D'ailleurs, elle a déjà été donnée dans le rapport. Merci. Didier Bécher. Merci, Président. Je m'associe à tous mes collègues pour vous féliciter sur la qualité de votre travail et j'espère que, j'en suis sûr même, permettra de faire les bons choix pour le service national universel. Il n'en demeure pas moins en fait, qu'on ne pourra pas imposer le service national universel à la jeunesse, ou en tout cas on prendrait un risque si c'était le cas. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les rencontres ou les auditions que vous avez faites avec quelles organisations de la jeunesse pour voir exactement ce qu'ils ont pu vous dire et comment ils ressentaient cette mise en place nouvelle? Merci. Je souhaitais simplement acter mon plein soutien au projet présenté par mes collègues parlementaires. Non seulement il répond à l'ambition fixée par notre président, mais en plus, il est proposé sur une base de coût qui me paraît tout à fait supportable. Merci. Bon, mesdames les co-rapporteurs, à vous. Émilie en premier. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier notre collègue Joachim Pueyo. Effectivement, notre idée, c'est véritablement d'avoir un parcours cohérent et clair qui donne envie aux jeunes de s'engager. Donc, d'où l'idée du parcours citoyen sur un temps long. Et je rajouterai simplement qu'on les a, les deux phases, c'est-à-dire la semaine à la fin en internat et en immersion au service 2, puisque la troisième étape, elle est là pour qu'ils s'engagent dans le monde associatif ou ailleurs. Mais donc, si on fait le pari qu'on va donner l'envie aux jeunes de s'engager, nous avons en fait nos deux options. Pour ce qui est des internats, donc la question de Jean-Michel Jacques, oui, alors effectivement, lors de cette semaine en internat, nous préconisons qu'il y ait une participation militaire. Cela peut être, cette semaine, elle pourrait être encadrée à la fois par des gendarmes, par exemple, mais aussi par des jeunes du service civique.
Moi, je réponds à Christophe Lejeune. La JDC, effectivement, elle a le mérite de détecter les problèmes des jeunes par rapport aux Français, détecter les problèmes d'illettrisme. Elle ne fait pas que cela. Mais nous, dans notre scénario, il y a une part, justement, il y a ce type de détection sur les semaines que nous proposons. La semaine tous les ans, de la 6e à la 3e, nous proposons donc ce type de détection et ces bilans. Hein. Et nous allons bien... Comme nous commençons plus jeunes, nous détectons bien en amont les difficultés. D'autre part, nous proposons aussi d'orienter les jeunes les plus en difficulté vers les dispositifs adaptés comme le service militaire volontaire, les EPID, etc. Et faire monter en puissance ces dispositifs pour justement accueillir encore plus de jeunes. Alors, concernant la question des Français de l'étranger, alors c'est effectivement une question que nous avons déjà abordée pour cette mission d'information. Nous l'avons en tête, puisqu'il s'agit effectivement d'une vraie question qui se pose d'ailleurs déjà aujourd'hui pour la mise en œuvre du service national actuel. Et effectivement, alors ce qui serait transposable, c'est véritablement cette semaine de la défense et de la citoyenneté dans les établissements scolaires. Donc là, pas de souci, hein, c'est une phase obligatoire en milieu scolaire, donc elle sera véritablement mise en place. Et s'agissant de la semaine à réaliser entre 16 et 18 ans, il y a là une vraie question si l'option de l'internat est retenue. Mais on verra donc à ce moment-là quelles seront les modalités. Ensuite, concernant la question de Nicole Triss, oui, alors si notre objectif c'est bien de former le citoyen, alors comme je le disais en introduction, on commence dès le plus jeune âge et effectivement la classe de 6e nous a semblé le point de départ, puisque c'est le point de départ pour beaucoup d'élèves, et donc ce serait plus simple. Concernant la question du pas assez de militaires, alors encore une fois, nous nous inscrivons totalement dans les pas de la promesse présidentielle. De la promesse présidentielle. Et alors, par contre, ce que nous préconisons véritablement avec ce parcours citoyen, c'est un temps d'apprentissage approfondi. Et effectivement, il n'y aura sans doute pas d'exercice purement militaire, mais il y aura une forte participation du monde militaire. Et d'ailleurs, le monde militaire que nous avons auditionné est favorable à ce qu'il participe, à ce qu'il soit partie prenante de ce dispositif, et je les en remercie, et surtout si on leur en donne les moyens. Donc ils nous ont dit, oui, nous on veut véritablement être partie prenante si on nous en donne les moyens, et nous leur en donnerons les moyens. Yannick Favennec, sur la semaine en immersion, bien évidemment, l'objectif du passeport citoyen, c'est aussi la valorisation, je ne vais pas dire des acquis, mais la valorisation de tout ce qui a été entrepris par le jeune. Et en parallèle, volonté de valoriser l'engagement sur les CV et les parcours professionnels. Au niveau de l'hébergement, il y a eu un rapport du CESE sur le service civique qui est paru en mai 2017 et qui pose cette question et qui dresse des pistes intéressantes sur la création de maisons des volontaires ou l'hébergement chez les particuliers et notamment en milieu rural. Patrice Verchères. Pourquoi nous être écartés du scénario d'un mois militaire. Ça nous a paru déjà trop tardif. Déjà, le public concerné, 18-21 ans, ça nous a paru trop tard. Un peu trop contenu aussi. Et puis, trop complexe à mettre en place, avec beaucoup de difficultés juridiques. Donc, mais sinon, notre scénario, c'est vraiment un scénario sur lequel nous avons travaillé dès le départ. Et dès le départ, nous avons voulu nous adresser aux plus jeunes. Ce n'est pas en opposition sur un autre scénario. C'est vraiment ce que nous avons ressenti et un travail en profondeur. Alors, concernant la
la question des enfants placés. Alors, c'est une... nous y avons pensé. Nous avons cette question en tête. Ici, nous vous avons donné les grandes lignes et nous verrons ensuite, lorsque le dispositif sera mis en place, nous verrons au cas par cas. Ensuite, pour ce qui concerne la question donc posée par Sereine Mauborgne, alors oui, de nombreuses auditions ont été conduites avec l'Éducation nationale, donc notamment nous avons rencontré le ministre de l'Éducation nationale, nous avons rencontré la Direction générale de l'enseignement scolaire, les syndicats des personnels de direction de l'Éducation nationale, ainsi que des syndicats d'enseignants. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je peux vous dire, c'est que tout comme le monde militaire, le monde enseignant est favorable à être partie prenante de ce dispositif puisqu'ils en voient l'utilité. Concernant donc, la question de notre collègue Stéphane Trompy, donc une semaine peut paraître court, effectivement, mais il s'agit déjà d'un temps long, puisque le but c'est aussi de ne pas perturber les parcours des jeunes. Donc notre projet préconise l'organisation d'une semaine annuelle pour justement renforcer aussi l'apprentissage de l'éducation citoyenne par répétition de l'effort pédagogique. Donc comme on disait tout à l'heure, une véritable piqûre de rappel. Et concernant donc la question posée par Frédéric Lardet, l'accueil pour l'immersion en internat, donc oui, c'est faisable pour le mouvement associatif donc, que nous avons auditionné, qui regroupe 600 000 associations. Donc oui, l'idée leur a paru vraiment faisable. Mais là aussi, lorsque le dispositif sera mis en place, nous verrons au cas par cas. Pour Jean-Michel Fievé, les jeunes sapeurs-pompiers. Jean-Marie, excusez-moi. Concernant les jeunes sapeurs-pompiers, c'est vrai que nous, dès la première étape, nous préconisons de renforcer tous les dispositifs d'engagement des jeunes dès 11 ans. Et les jeunes sapeurs-pompiers, il y a aussi des dispositifs où les jeunes rentrent avant les 14 ans. Si. Et nous avons reçu aussi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui, eux, proposent des choses fort intéressantes et nous nous en sommes inspirés. La troisième étape sur l'engagement protéiforme, peut-être quelques jours ou plus dans la garde nationale, comme plusieurs mois, comme le service civique. Voilà, pour la troisième partie. Voilà. Attends, moi j'ai des jeunes sapeurs-pompiers de 8 ans. Je crois qu'on a répondu à tout le monde. Quelques questions. Encore, sur le financement, oui, il y a une question sur le financement. Une question posée par M. Ardouin. Je ne dis plus les prénoms, du coup. Jean-Philippe. Jean-Philippe Ardouin. Il faut prendre plusieurs éléments en notion concernant le financement. Pour la première étape, en fonction des modules retenus, le coût pourrait varier fortement. Parce que vous avez vu, je voulais revenir sur les documents que nous avons laissés, et on voit qu'il y a des modules, nous proposons des modules. Par exemple, si on conduit une formation au premier secours, sur toute une classe d'âge, effectivement, cela a un coût. Il faut compter environ 60 € par élève. Pour la deuxième étape, il y aurait par exemple un coût assez important en cas d'internat, bien sûr, et d'hébergement. Impossible d'avoir chiffré encore, on n'a pas encore, pour le moment, on n'a pas. Ça dépend des négociations entre l'État et les régions aussi, puisque nous avons reçu les régions concernant les internats possibles, et l'État a estimé à 620 millions d'euros hors hébergement. Voilà. Comment ? C'est nous qui avons ça. Y a-t-il Toutes les questions ont reçu des réponses ? À peu près. Bon, on peut rester là. Ouais. Un dernier petit commentaire de ma part pour me satisfaire de la qualité de nos échanges, même s'il y a eu quelques mouvements
d'humeur de certains. Mais non, mais c'est... Chut. On est toujours de bonne humeur ici, mais de temps en temps, il faut aussi... Moi, la seule réflexion que je voudrais faire, qui s'adresse un peu à tout le monde, aux uns et aux autres, nous avons une constitution. Dans cette constitution, les pouvoirs sont bien définis et sont bien séparés et indépendants les uns des autres. Donc il y a le pouvoir législatif que nous représentons ici, et il y a entre autres le pouvoir exécutif. Et à chaque fois que l'un ou l'autre réfléchit, et c'est son rôle aussi de réfléchir, c'est aussi son rôle de faire des propositions, des préconisations, d'amener des éléments dans la réflexion, c'est pas la peine d'opposer les réflexions du pouvoir exécutif avec les réflexions du pouvoir législatif. Donc nous avons mené jusqu'au bout, sans aucune interférence, d'un pouvoir sur un autre, en toute indépendance, en toute liberté, et je l'ai répété à plusieurs fois aux deux co-rapporteurs, et j'ai souhaité que ce rapport aille jusqu'au terme dans la configuration telle qu'elle avait été définie par les deux co-rapporteurs et par les membres de la mission, et donc c'est ce travail que nous venons de faire. Mais n'opposons pas, je comprends que le président de la République ou le Premier ministre ait des idées sur le service national universel, tout comme ils doivent comprendre que les parlementaires de la Commission de la Défense et des Forces armées puissent avoir des idées et puissent apporter des contributions à la réflexion et à la mise en place qui sera de leur ressort de ce service national universel qui était un des engagements. Et le président de la République l'a rappelé qu'il ira jusqu'au bout de cet engagement comme de tous les autres. Et donc je me réjouis de notre travail, de la qualité et de l'assentiment quasiment unanime avec des interrogations, des questions, peut-être des critiques par rapport aux dispositions qui ont été proposées par les membres de la mission et rapportées par nos deux rapporteurs. Et donc je propose, si vous le souhaitez, et je vous demanderai de lever la main, de rendre public ce rapport si vous en êtes d'accord. Non. Attends, excuse-moi. Merci, Président, pour les mots que tu viens de dire. Tu as dit le rapport, vous pouvez le rendre public, voilà, mesdames. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Et tu as dit que les parlementaires pouvaient avoir des idées, mais ils ont de bonnes idées. Très bien.